Les sportifs, ils ont investi les réseaux sociaux, mais comment? Quels réseaux sociaux en priorité? Et qu'est-ce qu'ils y font? Qui veut commencer? Peut-être, soit en égalant, on commence par Magali Tesnas, qui elle semblait bien partie. Alors on va faire ça. Bah, écoutez, je me dis, il faut effectivement Allez, il faut commencer. Bon, alors effectivement, je vais peut-être enfoncer quelques portes ouvertes pour les grands connaisseurs du monde du sport, mais c'est vrai que la consommation globale du sport a énormément évolué et s'est modifiée considérablement sur les dernières années. C'est-à-dire que quand vous regardez du sport à la télé maintenant, comme pour beaucoup de choses, vous avez 1, 2, 3 écrans à côté. Donc on sait que je sais pas, c'est 90% des gens qui regardent le sport à la télé en live sont aussi sur leur smartphone, qui vont consulter les réseaux sociaux, et qu'en général les fans de sport, à 75%, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils consultent des comptes d'athlètes. Et pas quand même les athlètes qui sont en train de regarder la télé, parce que là... Non, mais donc en fait, ça les intéresse énormément, effectivement, d'aller regarder ce que les athlètes postent sur les réseaux sociaux. Et je sais qu'il y a un chiffre, en tout cas sur Instagram, quand on demande aux fans de sport qui consultent Instagram pourquoi ils le consultent, effectivement, ce qui les intéresse, c'est la vie privée des sportifs. Ils espèrent certainement retrouver des informations qu'ils ne trouvent pas dans le live à la télé sur les réseaux sociaux. Donc après, dans le sport, ce qu'on va trouver, c'est la même chose que sur les réseaux sociaux, quel que soit le secteur d'activité, avec Facebook, Twitter, Instagram qui monte en force, Snapchat très présent, et surtout les stories chez les jeunes. Et puis on a alors j'ai mes anti-sèches, parce qu'il y a des chiffres qui sont absolument c'est important de donner des faramineux. Chiffres précis. Donc le champion du monde d'Instagram, c'est Cristiano Ronaldo, c'est quand même 146 millions d'abonnés. Vous avez Neymar ensuite qui suit à 106 millions, Messi 101 millions, Beckham, donc on trouve aussi à 52 millions. Donc on trouve des Et le premier français, alors il est où dans ce classement? Et donc les Français, en fait, le premier, moi, que j'ai, je ne sais pas si c'est Pogba qui est à 30 millions. Paul Pogba, le footballeur. Donc Paul Pogba. Ensuite, vous avez Benzema qui a 25 millions, Griezmann 22, Mbappé 22, Varane 11. Donc voilà, donc je suppose que vous donnerez les chiffres aussi. Oui, c'est ça. Il faut aussi ajouter, cumuler l'ensemble des followers sur, on va dire, Facebook, Instagram et puis Twitter. Mais on atteint Pogba 43 millions, Griezmann 36 millions. Mais ce qui est important de noter, par exemple, pour Pogba et Griezmann, c'est une proportion d'Instagram qui est très importante, 70%. Et si on prend des sportifs un peu plus âgés, comme peut l'être Jo-Wilfried Tsonga, dont vous défendez les intérêts, j'ai oublié de le préciser, exactement, mais c'est important. La proportion d'Instagram sur 2 300 000 followers est de à peu près un peu plus de 20%. Donc on voit vraiment l'émergence d'Instagram, qui est un réseau un peu plus peut-être ludique, etc. Mais on pourra en reparler tout à l'heure. Alors, vous l'avez abordé déjà un petit peu, Magali. Vous parliez de l'usage, notamment montrer ce qu'on ne voit pas, la vie privée, raconter un petit peu les coulisses de sa vie. Est-ce que c'est le choix pour lequel a opté Kevin Mayer? Alors, le choix qu'il a fait, c'est de montrer ses entraînements, notamment. Après, il faut savoir que lui, il fait du décathlon. Il ne fait pas du foot. Du foot, si on veut, on a 10 chaînes sur les câbles qui nous permettent de voir des entraînements en direct, tout ça, alors que le décathlon, Kevin, on le voit en gros une fois par an lors de ses championnats. Et sinon, il n'est pas forcément médiatisé. Donc lui, il a pris la décision de se dire ok, si je vais partager mes entraînements, et le seul endroit où il peut le faire, c'est sur Instagram, notamment. C'est le plus simple avec les stories. Facebook, c'est plus compliqué avec ces histoires d'algorithmes. Ça devient très compliqué de communiquer là-dessus. Et ensuite, Twitter, c'est plus pour l'immédiateté. Mais voilà, c'est principalement sur Instagram. Et juste pour info, du coup, l'athlète le plus suivi sur Instagram en France, c'est Lavillenie. Et on est très loin des millions avec des footballeurs. On atteint 180 000 followers pour Lavillenie. Alors, ça veut dire que c'est un fonctionnement, j'allais dire, unilatéral. C'est l'athlète qui distille de l'info vers ses fans, ou est-ce qu'il y a aussi une forme d'interaction? Parce qu'on dit parfois qu'on utilise aussi ces réseaux sociaux pour générer de l'interaction et des discussions parfois avec ses fans et avec ses supporters. On le fait de temps en temps, mais après c'est compliqué à gérer, c'est très, très immédiat.
On ne contrôle pas tout ce que les followers peuvent nous poser comme question. Je sais pas, quand Kevin il fait un live, alors pourtant il est vraiment pas énormément suivi par rapport à d'autres, mais il y a au moins, je sais Combien pas, on n'a pas dit du coup combien 175 sur Instagram. Très bien. Il y a toujours un lot 175 000, là, vous avez compris, oui, pas 175 000, évidemment. Ça j'aurais pas trop ça va sans travaillé. dire. Sinon, vous seriez remercié depuis longtemps. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est compliqué à gérer tout ce qui est live. Nous, c'est pour ça qu'on préfère se pencher plutôt sur donc les stories pour le partage des entraînements, des techniques d'entraînement. Et après, sur tout ce qui est le feed d'Instagram, c'est plus des posts de qualité pour un peu montrer le style de vie. Pourquoi c'est délibéré le choix de ne pas montrer, raconter sa vie privée C'est son choix. C'est son choix. C'est son choix. Il pense que les gens qui le suivent, ils sont pas là pour savoir s'il mange des pâtes avec du ketchup ou de la mayo. Ils sont là pour savoir comment il s'entraîne, combien de fois, ce qu'il fait, comment il fait pour progresser à la haie, au perche, au javelot. Et c'est pas forcément savoir s'il a un canapé rouge ou bleu, quoi. Est-ce que c'est la majorité est-ce que ce type de pratique se retrouve dans la majorité des sportifs que vous côtoyez? Je pense, Pascal Biojou, vous qui gérez les intérêts, la communication digitale de Joe Wilfried Tsonga et de Caroline Garcia, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde, la vie privée, motus? Je crois que c'est pas. Faut savoir où on met le curseur de la vie privée, en fait. Hein. Il faut pas être racoleur. Je crois que là, il y a peut-être une déviance sur les réseaux sociaux qui est la course aux followers, justement, et envoyer des informations qui peuvent, avec l'objectif de générer à tout prix du follower, quand on sait que la considération qu'une direction du marketing ou de la communication chez un annonceur porte à un athlète peut tendre maintenant à se résumer au poids en followers. Et donc ça, il faut faire attention à ça. En ce qui nous concerne, avec Joe, avec Caroline, bien évidemment, on partage les valeurs, les messages qu'on veut véhiculer, qu'ils veulent véhiculer sur les réseaux sociaux, et on fait attention où on met le curseur, justement, de manière à ne pas être racoleur, de ne pas créer aussi des réticences vis-à-vis de la communauté, en fait. Magali Tesnas. Je crois que l'authenticité, effectivement, c'est essentiel. Il y a aussi la relation avec les marques, puisque aussi tous ces sportifs de Parfois, c'est contractualisé, tout ça aussi. Oui, tout à fait. C'est sponsorisé. D'ailleurs, quand ça l'est, ça doit être bien signifié sur les réseaux sociaux. Et effectivement, vous allez intéresser une marque si vous avez une forte communauté. Je voulais revenir sur ce que vous disiez. C'est vrai que pour des athlètes comme Kevin, qui a quand même une forte notoriété, mais c'est vrai que c'est un sport, c'est pas le foot, mais c'est vrai que ces réseaux sociaux ont permis. Il y a deux soucis, je dirais, dans le sport pour des athlètes qui ont effectivement des sports qui sont peu médiatisés par les médias, les grands médias, et donc ça a donné une opportunité de médiatisation et donc de monétisation vis-à-vis de partenaires à des sportifs qui n'auraient pas pu avoir cette visibilité sur des médias traditionnels. C'est des sportifs masculins, et on parle aussi beaucoup du sport féminin qui a du mal à émerger sur les grands médias. Et puis un sujet de la temporalité, puisque dans le sport, vous avez, quand vous êtes sur des... j'imagine que pour Kevin, c'est au moment des... il y a les Jeux Olympiques, il y a les championnats du monde, et puis c'est dur d'apparaître... Oui, il faut occuper l'espace médiatique entre ces temps. Voilà, il faut occuper l'espace, et même pour des sports tels que le foot, en fait, quand vous êtes un fan même du PSG ou au fond, votre club, même si vous êtes abonné, il y a quoi? Il va y avoir 20-25 matchs dans l'année où vous pouvez aller au parc et où vous voyez vos joueurs favoris. Vous les voyez à la télé, mais finalement, il y a très peu de points de contact dans l'année. Donc c'est vrai que c'est une façon, effectivement, de créer une proximité avec ses fans, avec son public, et de faire durer la relation tout au long de l'année. Juste deux mots là-dessus pour rebondir. Effectivement, je pense qu'on ne peut pas généraliser les athlètes et les sports. Hein. C'est des cas particuliers selon que vous avez un sport qui a une dimension nationale ou internationale, etc. Et puis, il y a un bon exemple aussi qui est Martin Fourcade, qui est très médiatisé de manière très ponctuelle dans l'année. Mais il y a 1000 licenciés à la Fédération française de biathlon en France, même un peu moins, je crois, alors qu'il compte 300 000 followers. Donc, quand il n'y a pas la compétition de biathlon qui est médiatisée, il se construit sa propre communication à travers ses followers. Alors, c'est intéressant que vous parliez de Martin Fourcade, parce que Martin Fourcade,
il me semble, vous allez me démentir, que c'est l'un des athlètes qui, j'allais dire, se mouille le plus et est assez engagé. Il y a un tweet qui a été retweeté assez célèbre dans lequel il a retweeté Europe 1 qui se moquait en gros du fait qu'il avait raté la médaille d'or à l'une des dernières compétitions. Et il a retoqué Europe 1 dans ses 22 en disant mais oui, mais vous êtes... Enfin, je ne sais plus comment c'était tourné, mais c'était assez moqueur. Et il a récidivé il y a 2 jours en raillant le graphiste de France 2 qui avait fait une carte météo assez, on va dire... Pardon, je ne devrais pas le dire, parce que France Télévisions, c'est les gens avec qui on travaille, mais c'est vrai que c'était assez sommaire. Est-ce que c'est dangereux de s'engager comme ça quand on est athlète de haut niveau? Parce que finalement, on sait, avec la force des réseaux sociaux, commencer à se mettre à dos, en plus, des médias, des journalistes, ça c'est... Faut faire attention. Ouais. Surtout, je pense qu'il faut maîtriser le sujet. Bon, encore une fois, je parle de Kevin parce que voilà, mais par exemple, Kevin est très engagé en termes environnemental, mais pour le coup, il connaît le sujet, il se renseigne beaucoup. Après, il va pas aller commenter de la politique ou de. C'est vraiment des terrains glissants. Et après, c'est un choix en fait. Pour le coup, ouais, Martin, il a des prises de parole qui sont assez franches en général. Mais je pense que ça, pour le coup, ça joue à la bienveillance de son image aussi parce que. Il va pas non plus, il est pas comment dire extrémiste dans ses positions. Il a un point de vue tranché, mais c'est quand même acceptable. Alors que Kevin, pour le coup, nous on a pris le choix. Enfin, actuellement, hein, c'est pour le moment, peut-être plus tard on verra, de faire notre sport et on verra plus tard pour tout ce qui est communication, actualité, on va dire. Il y a un enjeu évidemment financier derrière tout ça. On l'évoquait tout à l'heure brièvement. Certains posts, Twitter ou Facebook ou Instagram, sont entre guillemets contractualisés. Je crois que c'est un phénomène assez récent. En préparant cette table ronde, j'ai vu que depuis 2014, on fixait parfois, je ne sais pas si c'est le cas pour Kevin Mayer, des clauses avec les sponsors, avec les partenaires. Vous avez le droit, vous devez une fois par mois publier un post qui montre bien le logo de votre équipementier ou des choses comme ça. Comment ça se passe? Racontez-nous un petit peu l'envers du décor. Peut-être Pascal Biojou, vous qui défendez ces intérêts. On travaille depuis 3 ans à la fois avec Joe, avec Caroline. Effectivement, dans les contrats de partenariat figure ce type de clause pour en fait normer le nombre de parutions, de publications, et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, les partenaires, enfin en tous les cas, ceux à qui on travaille, le comprennent parfaitement bien, parce qu'il ne faut pas que ce soit cacophonique. Il faut que ça reste authentique. Sinon, la communauté s'en rend compte et s'échappe. Il faut que le sportif, il reste lui-même. Et s'il arrive à rester lui-même, si on fait des posts avec parcimonie, à ce moment-là, il y a un sentiment d'appartenance de la communauté qui rejaillit sur les partenaires eux-mêmes. Donc il faut bien faire attention. Et effectivement, on a été aussi amené à avoir des propositions de post one-shot, hein, peut-être Kevin également. Alors là, on a avec Caroline, avec Joe, la même position qui est de ne pas donner suite. Qu'est-ce que vous appelez un post one-shot? C'est-à-dire un post, on vous contacte pour envoyer un post moyennant une rétribution one-shot. C'est un spot publicitaire, mais avec une seule diffusion. Exactement. Et donc, on a une proposition à 5 chiffres, par exemple, mais qui a été refusée parce que c'est court-termiste, en fait. Et c'est contradictoire avec la volonté de nouer des partenariats qui ont du sens et sur du plus long terme. Je pense que c'est réservé vraiment au top sportifs mondiaux comme Neymar par exemple. Je crois qu'un poste de Neymar a été évalué à 450 000 €. Hein. On peut en parler sur une étude qu'il y a eu. Donc voilà. Oui, c'était l'agence Blinkfire qui avait effectivement évalué. On va en parler effectivement des retombées aussi, parce que vous parliez de la façon dont les sportifs utilisent ces réseaux sociaux, de la façon dont ils les gèrent. Mais est-ce que aujourd'hui, on est capable de quantifier, hormis cette étude que vous citiez, les retombées pour les marques qui soutiennent ces sportifs de la présence sur les réseaux sociaux? Est-ce que concrètement, ça a un impact sur les ventes? En fait, vous pouvez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans la mesure où c'est pas où sont des posts qui sont sponsorisés, en fait, vous pouvez mettre en place des trackers qui vous permettent
de voir d'où vient l'achat qui se fait en ligne et de pouvoir l'attribuer au poste qui a été fait. Donc oui, bien sûr, c'est tout le sujet du retour sur investissement du marketing sportif de façon générale. C'est-à-dire que ça vient, effectivement, c'est difficile d'identifier ce qui va venir effectivement du poste parce que ça vient avec, souvent d'ailleurs on dit que tout ce qui est fait sur les réseaux sociaux doit être accompagné aussi de publicité en médias traditionnels pour des marques. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses de ce qui est véritablement qui provient de tel ou tel média. Mais aujourd'hui, oui, on peut quand même traquer l'impact sur les ventes. Il y a des études, il y a des résultats. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut Alors, en dire? J'ai pas de chiffres précis à vous donner. Je ne sais pas si tu en as, Pascal, non, toi. Encore une fois, pour rencontrer des marques prospects ou avec qui on travaille, aujourd'hui, c'est assez confortable en fait pour un directeur de la communication ou du marketing de se, entre guillemets, réfugier derrière le nombre de followers qui sont des contacts directs, faciles, avec un taux d'interaction qu'on peut mesurer. Voilà. Et donc, ça, c'est normal, mais c'est un petit peu gênant aussi parce que ce critère-là, le nombre de followers, tend à devenir l'alpha et l'oméga pour décider de la valeur d'un sportif en tant qu'ambassadeur ou ambassadrice. Vous confirmez, et c'est un peu réducteur. Pardon, vous confirmez, Thomas Meyer, quand vous allez discuter partenariat, on vous demande combien vous posez sur à chaque fois qu'on parle avec telle ou telle marque, le premier chiffre qu'ils vont nous sortir, c'est les followers Instagram. Ah oui. C'est même plus Facebook, c'est vraiment que Instagram en plus. Moi, c'est très, très ciblé sur Instagram. Et après, la négociation, elle se fait presque que là-dessus. Et qu'on leur avance quelque chose, surtout que Kevin, il a 175 000, ils vont vous dire, bah voilà, Kevin, il n'est pas trop suivi. Mais après, les marques maintenant font très très attention, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas juste une question de followers, mais c'est une capacité à engager sa communauté. Donc effectivement, alors j'ai lu effectivement en préparant, il y a eu un tweet de Griezmann pour FIFA là, d'Electronic Arts. Je crois qu'il a généré 500 000 retweets. Bon, bah voilà, ça c'est effectivement, ça va être dans ces stades d'engagement. Mais après, combien est-ce qu'effectivement ça a généré de ventes? Je pense qu'il devait. Bon, mais je suis pas sûre qu'il communique trop sur ces chiffres-là, mais ils doivent avoir moyen de les traquer aussi. Mais c'est vraiment dans la capacité aussi à engager sa communauté. C'est pour ça que c'est super important que les sportifs soignent bien les contenus. Il ne s'agit pas de poster n'importe quoi, parce que c'est pas juste le spot, c'est l'engagement qu'il va y avoir derrière, qui va être vraiment l'outil qui va déterminer la performance de l'athlète en matière de médias. Donc, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les canaux traditionnels de publicité que l'on connaît depuis des dizaines d'années sont en train d'être modifiés au profit des réseaux sociaux? Les marques ont des stratégies désormais différentes? Personnellement, je pense que oui, ça a tout chamboulé. En fait, la facilité pour la marque, c'est qu'elle peut toucher directement le public qu'elle souhaite viser. Alors qu'auparavant, c'était des spots publicitaires, des affiches. Et en gros, c'était dans les gens que je vais toucher, j'espère que mon prospect sera dans le lot. Alors que là, par exemple, je sais pas, en proposant un partenariat avec Mbappé, si la marque souhaite toucher tous les footballeurs, on est en plein dedans. Donc en fait, ça permet aux marques de prendre des raccourcis pour toucher plus rapidement leurs prospects. On a une assurance de toucher sa cible. Oui, je pense qu'il y a après, chaque média correspond, et j'imagine que ça a été largement étudié tout au long de cette belle journée. Mais voilà, ce qui est quand même premium dans le sport, c'est le live. Donc vous aurez toujours quand même un intérêt à effectivement avoir de la pub TV au mi-temps des matchs ou qui entoure en billboard avant. Après, ça reste quand même des espaces premium, mais ça correspond à un objectif, puisque les marques, quand elles vont dans le sport, elles ont une diversité d'objectifs qui est extrême. Ça peut être de la notoriété, de la visibilité pure et simple, et pour des marques type, je sais pas, SNCF, Orange, qui sont déjà au taquet de leur notoriété, elles vont aller chercher de l'image de marque, de la proximité effectivement avec leurs cibles, sur effectivement des cibles bien particulières,
particulière. Et c'est vrai que c'est là que les réseaux sociaux leur permettent d'arriver vraiment en proximité, avec des cibles bien définies, avec cette fameuse cible des millennials, qui est quand même le fantasme, enfin le truc qui panique un peu toutes les marques en se disant on ne comprend pas comment ils fonctionnent, etc., comment on les touche, c'est plus les médias traditionnels, etc. Et donc voilà, donc ça correspond à des objectifs, chaque média va correspondre à des objectifs bien particuliers, et tout dépend effectivement de l'objectif de la marque, de son niveau de notoriété, de ce qu'elle va chercher quand elle s'associe à une plateforme entre guillemets sportive, que ce soit un athlète, une compétition, un stade. Voilà. Pascal Biojou, une question. On est sportif de haut niveau aujourd'hui, c'est envisageable de ne pas être sur les réseaux sociaux, comme l'a choisi Hugo Lloris, qui est quand même pas quelqu'un de totalement inconnu. Donc oui, s'il l'a choisi, c'est forcément envisageable. Après, je pense qu'il a... Mais qu'est-ce qu'on perd si on n'y est pas? C'est aussi un sport collectif. Donc il y a l'institution, il y a Tottenham qui communique aussi à travers Hugo Lloris. Et Hugo Lloris à travers Tottenham, il y a l'équipe de France de foot, etc. Donc il faut distinguer, je pense, un sportif individuel et un sportif qui appartient à un sport collectif. Ça, c'est très important. Et ne pas y être, c'est aussi se couper de sa communauté. C'est-à-dire, aujourd'hui... les réseaux sociaux sont quand même dominants en termes de communication en France et dans le monde. Donc non, je pense que c'est un sportif moderne, entre guillemets, qui vit avec son temps, doit être sur les réseaux sociaux. Après, il y a plusieurs façons d'y être.